Hey, ici Reine Carava de la chaîne Trembler de joie. J'espère que tu vas bien après tant de temps. C'est vrai que j'ai pas mis d'autres vidéos depuis celle sur les championnats de France. Bah voilà, entre les cours, le travail, les projets perso, bon, on trouve pas forcément le temps pour les vidéos YouTube, mais il faut bien. Et puis cette vidéo, c'est vrai qu'elle me demande un certain investissement personnel. Et j'ai mis du temps à la faire parce que je savais pas vraiment ce que j'allais dire. En même temps, j'avais envie de dire beaucoup de choses, mais je voulais pas en dire trop non plus. Donc ça a été compliqué de tout rassembler pour faire cette vidéo. Mais ça y est, j'ai réussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vraiment vous raconter mon histoire. Voilà, qui je suis, pourquoi Reine Caraba. Puis j'espère aussi que vous me donnerez votre avis et peut-être que vous me poserez des questions sur des choses que vous avez envie de savoir, des interrogations. Enfin voilà, j'espère de l'échange. Jingle! Alors déjà, avant de commencer à raconter mon histoire, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo, à raconter mon histoire. C'est pour deux choses. D'abord pour moi, parce que c'est vrai que quand on a une histoire comme la mienne, qui laisse des séquelles physiques et mentales, c'est vrai que c'est important d'en parler. C'est important de l'extérioriser et de ne pas le garder pour soi. Maintenant que j'ai 25 ans, j'apprends à plus en parler aux gens qui m'entourent. Je me suis aussi dit qu'il fallait, vu que j'ai créé cette chaîne YouTube, en parler aux personnes qui me suivent, aux personnes qui me portent de l'intérêt, leur expliquer qui je suis tout simplement. Donc première raison pour moi. Et aussi, j'ai voulu le faire parce que je pense que dans mon histoire, il y a des personnes qui peuvent se reconnaître, que ce soit parce que j'ai vécu, par mes réactions, comment j'ai vécu ça. Je pense que quelque part, quelqu'un peut-être pourra se reconnaître. Et moi, je veux aider en fait. Je me dis si quelqu'un peut tomber sur cette vidéo et se sentir concerné et se sentir peut-être moins seul aussi, je serais heureuse d'avoir pu l'aider. Donc pour raconter mon histoire, je vais raconter les trois phases de ma vie. L'enfance, l'adolescence et le début de ma vie d'adulte tout simplement. Alors mon enfance, je suis née à Conakry, le 9 avril 97. Conakry, la capitale de la Guinée. Dédicace. De ce qu'on me disait, j'étais une petite fille toujours pleine de vie, qui avait le sourire, qui aimait bien gambader partout, enfin voilà, tout se passait très bien. Bon, faut savoir que Conakry, la Guinée, c'est un pays assez pauvre d'Afrique. Il y a beaucoup de soucis de pauvreté, soucis d'hygiène, au niveau des enfants aussi, il y a des soucis de sécurité. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de choses sont laissées un peu à même le sol. Voilà, il peut arriver beaucoup d'accidents domestiques. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à mes 18 mois, j'ai ingéré de la soude caustique. Donc la soude caustique, c'est un produit qui est utilisé là-bas pour faire du savon tout simplement. Et donc ça peut être laissé à portée de main des enfants comme ça, n'importe où. Ça a la couleur de l'eau, donc moi voilà, j'avais 18 mois, je suis tombée dessus et je l'ai bu. Voilà, je l'ai bu. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça m'a totalement brûlé l'œsophage. Donc impossible pour moi de me nourrir par la bouche. Très compliqué de parler aussi, parce que même si c'est pas les cordes vocales qui ont été touchées, ça faisait quand même mal. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais clairement entre la vie et la mort, parce qu'en Guinée, en termes de moyens pour soigner ce genre d'accident, c'est très compliqué. Dans les hôpitaux, il n'y a pas forcément le matériel nécessaire. En fait, on me nourrissait directement par l'estomac, donc j'avais des boutons gastriques, c'est-à-dire que j'avais un trou qui était au niveau de l'estomac et on m'ingérait la nourriture directement par une seringue pour me nourrir dans l'estomac. Donc moi, bien évidemment, je ne me souviens pas de ce moment parce que je pense que mon cerveau a voulu volontairement effacer ça de ma mémoire. Mais voilà, quand on me raconte ça, je sais que j'ai vécu, la petite fille que j'étais a vécu des choses très dures et que ça a dû être vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension. Ça n'a pas du tout dû être facile pour cette petite fille de gérer. Donc voilà, là c'était vraiment un combat. Donc ça c'était mon combat à moi que je menais entre la vie et la mort. Et à côté de ça, il y avait mes parents qui devaient s'occuper de moi, qui ne savaient pas combien de temps j'allais survivre, qui parfois m'emmenaient en pleine nuit à l'hôpital. Parce qu'en fait, comme j'étais petite, j'enlevais ma sonde gastrique. J'enlevais. Et en pleine nuit, voilà, fallait m'emmener à l'hôpital. Des fois, même si je pouvais pas manger, j'étais petite, donc quand je voyais un truc, j'avais envie de le manger, donc j'essayais de le manger. Je le recrachais, j'avais des nausées, ça allait dans les poumons, donc
je faisais des fausses routes, il fallait m'emmener encore à l'hôpital, pneumonie, j'ai fait plein de pneumonies. Enfin voilà, c'était très compliqué. Donc là, en Guinée, en fait, il y avait mon combat à moi de survivre et le combat de mes parents, tout faire pour que je puisse vivre tout simplement. Et en fait, ce qui se passait en même temps, c'est que en France, j'ai toujours mon oncle et ma tante, donc mon oncle, le frère de ma grand-mère, donc mon grand-oncle et sa femme, que j'appelle mon tonton et ma tata, donc je vais beaucoup parler d'eux. Donc mon tonton et ma tata qui en fait ont su que je vivais ça et ont voulu tout faire pour me faire venir en France. Ils se sont dit on peut pas la laisser comme ça, il faut qu'on essaye de la faire venir en France pour la sauver parce qu'en Guinée, c'était pas possible. Et donc, mon tonton et ma tata et leurs enfants ont mené leur combat aussi en France pour que je puisse, tant que mal, venir. Très difficile, ça a été des mois et des mois de combat pour m'obtenir un visa. En tout cas, voilà, je suis là, donc ils ont réussi. Donc voilà, ils ont réussi à obtenir un visa. Ça a été la grande nouvelle. C'est-à-dire que ça y est, ça a été une lueur d'espoir. D'un côté, ma mère qui s'est dit elle va pouvoir avoir une chance d'aller en France, se faire opérer, vivre tout simplement. Et mon tonton, ma tata, leurs enfants qui se sont dit ouf, on n'a pas fait tout ça pour rien, cette petite fille va avoir son visa et va pouvoir venir en France. Alors c'était pas du tout sûr que j'allais survivre, on ne savait pas. Ce qu'on savait, c'est qu'en tout cas en Guinée, il n'y avait pas les moyens nécessaires pour m'opérer et que j'avais réussi à avoir un visa pour aller en France me faire opérer où les moyens au niveau de la médecine sont largement supérieurs. Donc c'était une lueur d'espoir comme pas possible. On m'a beaucoup raconté le jour où ma mère m'a mis dans l'avion. C'est le frère de mon tonton qui m'a emmenée. Elle m'a dit que ce jour-là, j'étais toute souriante, toute pétillante, comme si je savais que j'allais pour quelque chose de meilleur, comme si je savais que ça allait bien se passer. Donc, va savoir. Donc voilà, j'arrive en France. Je ne me fais pas opérer tout de suite. Je me fais pas opérer tout de suite parce que tout un tas de procédures, bon, voilà. Donc voilà, j'arrive en France, je suis maigre, je parle pas. Le 16 septembre 1999, je me fais opérer, ça réussit, voilà, une grosse opération. On m'a en fait fait une œsocoloplastie, c'est-à-dire qu'on a pris un bout de mon côlon, l'intestin, pour le mettre à la place de mon œsophage. Donc en fait, là, actuellement, à la place de l'œsophage, j'ai un bout d'intestin. On m'a fait une autogreffe. L'intestin et l'œsophage n'ont à la base pas la même fonctionnalité. Donc forcément, ça a été compliqué au début. Ça me faisait mal, l'intestin se rétrécissait. Donc il fallait tout le temps le réagrandir pour que je puisse manger parce que sinon c'était tout petit, la nourriture passait pas, ça allait dans mes poumons, je faisais des fausses routes. Au début, ça a été compliqué. J'avais des opérations toutes les semaines au début. Et puis après, ça a été tous les mois. Puis après, tous les ans. Puis maintenant, ça fait plusieurs années que je ne suis pas allée me faire opérer, en tout cas pour ça. Donc ça a été globalement mon enfance. Beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, beaucoup d'incertitudes, au début en tout cas. À côté de ça, c'est vrai que j'étais une petite fille qui parlait pas beaucoup. Je pense que si des personnes qui ont été avec moi en primaire regardent cette vidéo, ils vont peut-être tomber de haut. Mais je pense aussi que c'était volontaire, même si j'étais en primaire, je pense que c'était volontaire. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de soirées où je rentrais chez moi, où j'étais triste, où ma famille me manquait, parce que du coup, oui, j'ai laissé mes frères et sœurs, mes parents, mon oncle, enfin mes tantes, mes oncles, etc. En Guinée. Et ça, c'est des choses qui m'ont rendue triste plus d'une fois, en étant petite, même après. Et j'en parlais pas, mon tonton ma tata, je le disais pas forcément, je sais pas. Peut-être aussi que je n'osais pas parce que mon tonton et ma tata ont tellement fait pour moi, ils m'ont sauvée tout simplement. Je pense que j'osais pas non plus leur dire que j'étais malheureuse. J'avais peut-être peur de leur réaction. C'était une erreur parce que c'est important quand on est triste de le dire. C'est pas parce qu'on est triste qu'il faut le garder pour soi, parce qu'on a peur de blesser Nona. Il faut l'extérioriser, il faut pas garder ça pour soi, c'est vraiment important. Bref, petite parenthèse. Je pense aussi que le fait, étant petite, d'avoir dû voir autour de moi les gens souffrir en me voyant mal, ça a créé quelque chose chez moi qui fait que je n'arrive plus à me
Enfin, je n'arrivais plus, j'ai fait des efforts maintenant, je n'arrivais plus à me confier, à dire quand j'allais mal parce que j'avais peur justement que les autres, que les personnes à qui je me confie soient mal de ne pas pouvoir m'aider. Et c'est un truc que j'ai gardé très très longtemps. C'est seulement là récemment que je commence à mieux gérer ça, à ne plus en parler, à oser prendre la parole quand ça va pas. Donc voilà, comme quoi quand on vit des choses très jeunes, ça peut rester très longtemps. C'est pour ça que c'est important de ne pas juste passer et laisser ça dans un coin de sa tête et se dire que ça va passer, c'est bon, c'est rien. Non, si on s'en occupe pas, ça ne passe pas. Et ça peut créer des vrais traumatismes après qui peuvent vraiment empêcher d'avancer dans certains projets, dans certaines relations. Et c'est dommage. Ce qui a été dur vraiment à gérer pendant mon enfance, c'est cette différence que j'avais avec les autres enfants. Que ce soit une différence physique, parce que j'avais forcément cette opération, elle m'a laissé des cicatrices sur le ventre, sur le cou, le regard des autres enfants des fois. Donc cette différence physique et aussi la différence de vie. Déjà du fait que moi je vivais pas avec mes parents. Tous mes camarades en primaire avaient leurs parents, avaient leurs grands-parents. Ah, pendant les vacances, tu fais quoi? Bah, moi je vais chez mes grands-parents et toi? Bah moi, mon oncle et ma tante, ils ont eu ce rôle à la fois de parents et à la fois de grands-parents. C'est assez marrant. Mais du coup, voilà, c'est vrai que moi, je ne pouvais pas dire ça. Je pouvais pas dire, moi, je vais chez mes grands-parents. Ça n'existait pas pour moi. Donc voilà, ça, c'était une différence déjà qui, parfois, était un peu dure à gérer. Une autre différence qui a été dure à gérer, c'est que j'ai la peau noire. J'ai été élevée par une femme qui a la peau blanche. Et c'est vrai que les copines que j'ai pu avoir aussi avec la peau noire, quand je les voyais avec leur mère, leur sœur, des fois, j'allais chez elle, elle se faisait des tresses. C'est quelque chose que moi, pareil, j'ai pas vécu. Parce que chez moi, on était deux femmes, moi. Enfin, j'étais une petite fille. Deux filles. Moi, j'étais noire. Et ma tante, qui elle, était blanche. Et elle, même si je suis pas du tout en train de la remettre en cause ou quoi. En plus, elle a tout fait pour apprendre à me faire des tresses. Elle m'en a fait et tout. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas eu ce côté. J'ai pas eu ce côté. La culture noire, en fait, ça n'a pas été quelque chose qui m'a été transmise directement. Voilà, c'est moi qui ai dû aller chercher, aller comprendre des choses. Ça a été dur à vivre parce que au début, quand j'étais petite, je me sentais pas forcément liée à la culture noire. C'est-à-dire que j'étais noire de peau. La plupart des enfants avec qui j'étais dans mon école étaient blancs. Et j'étais pas, comment dire, je me rendais pas compte de cette différence, mais en même temps, je me demandais pourquoi j'avais pas la même peau. C'est assez bizarre, hein, c'est très dur à expliquer, mais voilà, ça a été compliqué à gérer. Il y a carrément une fois où une fois j'ai demandé à ma tata si je mange pas comme les autres, c'est parce que je suis noire. C'est que vraiment le fait d'être noire, je l'associais pas aux bonnes choses en fait. Et du coup, forcément aussi cette différence, parce que cet accident, il m'a aussi laissé le fait que je ne mange pas comme les autres, je mange très doucement. Parce que en fait, mon côlon, mon intestin, le côlon, est bien plus petit que l'œsophage. Donc, de ce fait, bah, je mange très doucement. Je mâche beaucoup. Quand j'avale, c'est un effort. Le fait de manger, c'est quelque chose de fatigant chez moi, clairement. Parce que je fais vraiment un effort pour avaler, je fais un effort pour boire. Boire cul sec, un verre, pour moi, c'est impossible. C'est totalement impossible pour moi, je ne peux pas. Et je pense même que mon corps s'y est habitué. Donc ça a été, je pense, l'une des choses les plus dures à gérer quand j'étais petite. Il y a plein de fois où je finissais pas mon repas exprès parce que je disais que j'avais pas faim. Je le fais encore des fois d'ailleurs, où je dis que j'ai pas faim parce que je suis gênée, que les gens m'attendent. Parce que ça me semble être plus simple plutôt que de mettre le temps dont j'ai besoin à finir mon repas. Il y a des fois où j'avais faim, c'est pour ça que à chaque fois dans mon sac j'avais toujours plein de choses à grignoter parce que ma salle savait très bien que je mangeais pas bien à midi. J'avais pas le temps et en même temps je voulais pas que ma tata le dise. Je voulais pas que les gens de l'école soient au courant que j'avais ce problème. Certains profs qui étaient au courant mais la plupart n'étaient pas au courant. Je voulais pas que les gens soient au courant, je voulais pas qu'on me prenne en pitié, je voulais pas qu'on ait même de l'empathie pour moi, je voulais pas, je voulais qu'on me voit comme quelqu'un de normal. Alors que j'étais pas. J'avais pas une vie normale. Voilà, je passais beaucoup de temps de mon enfance à l'hôpital. Je vivais pas avec mes parents. Je mangeais pas normalement. Il y avait quelque chose de pas normal chez moi. Et en soi, ça veut pas dire que c'est mauvais.
C'est juste qu'il faut l'accepter quand c'est le cas. Donc mon enfance, d'un côté, ça a été dur, mais c'est pas le moment où j'ai le plus souffert parce que c'est des choses dont je me rendais pas forcément compte. Je vivais mon enfance, je rigolais avec les autres, je jouais. J'étais une petite fille qui avait pas de mal à se faire des amis. J'avais mon tonton et ma tante qui ont toujours fait en sorte que je me sente bien de me chouchouter. Ils m'ont beaucoup gâté. Ils m'ont pas pourri gâté, mais ils m'ont beaucoup gâté pour faire en sorte que je manque le moins possible de choses. Et ça s'est ressenti. J'ai eu une très belle enfance. En fait, quand je pense à mon enfance, je pense à des bons moments. Il y a des moments où j'allais à l'hôpital et tout, c'est vrai. Mais je pense à des très bons moments où j'ai beaucoup rigolé. J'ai vécu dans une grande maison avec un beau jardin. Voilà, j'avais mes copines juste à côté. Voilà, enfin, j'ai une très belle enfance. C'est juste qu'il y a des... Parce que justement, j'ai une très belle enfance parce que justement, je ne me rendais pas compte de ce que je vivais derrière. Il y a des moments où j'étais triste, mais je me disais que... Enfin, je me disais tout le monde vit ça. Voilà, tout le monde... En fait, je me disais pas que le fait d'avoir des moments tristes, c'était lié à ce que j'avais vécu. Je me disais juste que voilà, je suis une petite fille qui, des fois, est triste comme tout le monde doit l'être, et voilà, c'est tout. J'étais triste et puis voilà, mais je ne me rendais pas compte de ce qui se passait vraiment intérieurement. L'adolescence est arrivée et c'est là où ça a été très compliqué. L'adolescence, ça a été compliqué, pourquoi? Déjà, en règle générale, l'adolescence, c'est la période où on se découvre, on découvre notre corps, on découvre notre sexualité, on commence à avoir des petits amoureux ou des petites amoureuses. Voilà, on commence à vouloir plaire, en même temps on n'a pas confiance en nous, on se remet en question, on commence aussi à découvrir notre personnalité, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin, on se découvre, on se découvre. Et c'est là où là, j'ai eu une prise de conscience, où je me suis rendu compte en fait de ce qu'était ma vie. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Le collège, ça a été une superbe période. Ça a été génial, franchement, je crois que c'est la période de ma scolarité en dehors de mes années fac, voilà, mes années supérieures, ça a été une super période. Enfin, j'ai largement préféré. C'est au lycée que ça a été compliqué. C'était notre groupe. On avait les mêmes délires. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Le lycée. Là, ça a été un calvaire. Ça a été mes pires années scolaires. D'un côté, ça a été des bonnes années parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais en même temps, ça a été mentalement, ça a été horrible. Ça a été horrible le lycée. Pourquoi ça a été une bonne chose? Le lycée, parce que j'ai rencontré de super personnes. C'est aussi à la fin du collège que j'ai commencé l'athlétisme. Sacré tournant dans ma vie. Et c'est au lycée où j'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens grâce à l'athlétisme. Où j'ai commencé à faire mes premiers championnats et tout. Donc, heureusement d'ailleurs qu'il y avait l'athlé, parce que justement, dans cette souffrance du lycée, l'athlé m'a apporté beaucoup. L'athlé m'a vraiment permis de m'évader, d'avoir confiance en moi, trouver de la force pour garder de la motivation dans certaines choses et pas abandonner. Donc l'athlète, ça a vraiment été le positif, le soutien dont j'avais besoin. Donc ça a été bien aussi parce que j'ai été dans un lycée où il y avait beaucoup de noirs. Donc j'ai pu découvrir aussi quelque chose que j'avais pas connu, des conversations, juste me sentir comprise, être avec des personnes de la même communauté que moi, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai pu découvrir aussi une partie de moi que j'avais un peu refoulée. Et je me suis rendu compte que non, c'était quelque chose de beau. Être noir, c'est beau. Être africain, c'est beau. Et il fallait pas que je refoule ça. Là-dessus, ça a été aussi, enfin, ça a été très positif. Là où ça a été très compliqué, c'est que j'ai eu des gros soucis de santé au lycée, des occlusions intestinales. Donc c'est quand l'intestin il fait un nœud en fait. Mentalement, on parlait de me refaire opérer et me refaire opérer, c'est-à-dire refaire la grande opération que j'ai eue quand j'étais petite. C'était aussi un risque, ça présentait des gros risques aussi. Et ces risques-là, ils me faisaient tellement peur que j'y pensais tout le temps. J'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Je faisais des ulcères à l'estomac, j'avais des grosses migraines. Impossible de travailler. Il y a un moment donné où je ne pouvais plus aller en cours, c'était en terminale. J'ai pratiquement raté tout le troisième trimestre parce que je ne pouvais plus aller en cours. J'étais tellement stressée, j'avais tellement mal à la tête, mal à l'estomac. Que j'allais plus en cours et bah, ça m'a fait échouer le bac. Voilà, j'ai raté le bac, j'ai passé une deuxième fois. Bon, je l'ai eu la deuxième fois. Le lycée, ça a aussi été là où j'ai eu première relation sexuelle, voilà, faut le dire.
la première relation amoureuse aussi. C'est là où j'ai pour la première fois montré mon corps, que ce soit à la clé, en m'habillant de façon moulante ou en mettant des brassières et des chats. Pour fois que j'ai aussi montré mon corps à un garçon. Et ça a été très dur. C'est aussi là où je me suis rendu compte que je n'acceptais pas mes cicatrices. Je n'acceptais pas mes cicatrices, je ne voulais pas qu'on me voie avec mes cicatrices. C'est-à-dire que j'ai toujours eu peur du regard des autres parce qu'il y avait un regard spécial sur mes cicatrices. Quand j'allais à la plage, à la clé, j'ai toujours eu des regards. Et c'est normal, d'un côté, c'est normal quand tu vois quelqu'un qui a des cicatrices comme ça, tu te dis qu'est-ce qu'il a vécu, si ça se trouve la personne a vécu quelque chose de dur, enfin tu t'interroges. C'est juste que moi je le voyais pas comme ça, je le voyais comme des jugements, j'avais l'impression que les gens me jugeaient, trouvaient ça moche, et ça me mettait mal à l'aise, j'étais pas bien. Et le lycée, ça a pas été. Je me sentais pas bien dans ma peau, je m'habillais un peu n'importe comment, des fois, et je mettais des trucs hyper moulants pour montrer mes formes, parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire pour être belle. J'avais des relations qui n'étaient pas de bonnes choses pour moi, parce que je recherchais une mise en confiance. Voilà, je recherchais une mise en confiance, au final qui n'était pas nécessaire, mais ça, je ne le savais pas. Et tout ça, hein, pourquoi je l'ai fait, je l'ai compris en étant adulte. Hein. C'est pour ça que je vous raconte ce qui se passait à l'adolescence, mais c'est à l'âge adulte que j'ai vraiment compris pourquoi. Forcément, avec la maturité, ça aide. Au lycée, j'ai vécu les deux moments les plus bouleversants, je pense, de ma vie. Le premier, c'est... Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je ferai une autre vidéo sur le fait d'accepter ses cicatrices, où je raconterai plus ce qui s'est passé et comment j'ai réussi à le surpasser. Mais c'est vrai que le premier moment qui a été bouleversant au lycée, c'est le fait que j'ai vécu un garçon qui m'a rejeté pour mes cicatrices. Ça m'a complètement anéanti. Et ce qui s'est aussi passé, c'est que lorsque j'ai raté mon bac, plus tout ce qui se passait autour de moi, j'ai fait une tentative de suicide. Peu de gens étaient au courant, mais je le dis. Je le dis parce que, encore une fois, je le dis, s'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça et qui en sont arrivés là, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que ça arrive, que c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans le sens où il y a plein de gens qui font des tentatives. Je suis pas dans la tête des gens pour savoir s'ils ont bien fait ou pas. Mais en tout cas, je le dis. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire et j'étais tellement mal que j'ai tenté de me suicider. J'avais des médicaments pour dormir parce que j'arrivais pas à dormir. Je dormais mal, je faisais des cauchemars. Et en fait, un jour, j'ai pris tous ces toute la boîte entièrement, je l'ai prise. J'ai dormi toute la journée, je me suis réveillée le soir. Donc mon médecin n'était même pas au courant. Je sais pas s'ils verront cette vidéo. Je me suis réveillée le soir et j'ai jamais rien dit. En fait, je me suis réveillée complètement. J'ai l'impression d'avoir dormi 30 ans. Alors que j'avais dormi que toute une après-midi quand même. Mais je suis redescendue le soir. Puis ma médecin, je me souviens, m'a dit bah, t'as bien dormi, je t'ai appelé, tu répondais pas. Et après, je suis montée, j'ai vu que tu dormais. Et j'ai repris ma vie. Je me suis quand même dit heureusement. Je me suis dit heureusement parce que ça aurait pas été correct de faire ça. Ça aurait pas été correct déjà pour mes parents en lignée qui se sont battus. Ça aurait pas été correct pour la petite fille que j'étais qui s'est battue pour vivre. Et ça aurait pas été correct pour mon tonton, ma tata et leurs enfants qui ont tout fait, qui ont fait des pieds et des mains pour que j'arrive à venir en France. Ça aurait été lâche en fait. Ça aurait été lâche de si jeune abandonné alors qu'il me restait tellement d'années à vivre. Ça aurait été lâche, clairement. Et je suis contente que ça n'ait pas réussi. Je me suis dit plus jamais. Je me suis dit plus jamais tu fais ça. Ce que tu vis c'est dur mais c'est surmontable. Donc trouve un moyen de le surmonter. Et bats-toi. Ne fais plus jamais ça. Et je ne l'ai plus jamais fait. Donc voilà, ça a été les deux moments je pense les plus bouleversants de ma vie parce que le gars aussi qui m'a rejeté pour mes cicatrices, après ça je suis rentrée dans une phase où je voulais plus me donner émotionnellement aux hommes en fait. Et je voulais avoir le contrôle sur eux parce que je me disais mais un homme a eu le contrôle sur moi en fait. En me rejetant à cause de mes cicatrices, il m'a mis dans un état où je me suis sentie tellement moins que rien que je ne veux plus jamais qu'un homme ait le dessus sur moi. Et je voulais avoir le dessus sur les hommes et en plus je ne voulais pas leur donner mon cœur. Donc je vais aller voir plusieurs gars, voilà, je donnais mon corps, voilà, clairement je le dis. J'ai pas honte encore une fois. Je donnais mon corps et je me sentais puissante, j'avais le dessus. C'est moi qui décidais quand ou comment.
et ça me faisait du bien. Est-ce que c'était la bonne solution? Sûrement pas. Est-ce que j'aurais pu trouver une solution? C'est sûr. J'ai fait comme je pouvais pour surmonter ça. À la fin du lycée, j'ai rencontré un gars qui m'a vraiment fait du bien. Parce il m'a accompagné, il m'a aidé, il a été patient. Et pour ça, je le remercierai toujours. Sans lui, je sais pas combien de temps ça aurait mis en fait pour que j'aille mieux. Et du coup, bah, en fait, j'étais avec lui de la fin du lycée au début de la fac. Donc la transition s'est faite avec lui. Et heureusement. Donc après, je suis arrivée à la fac. Autonomie, ça m'a fait du bien. Vivre seule, ça m'a fait du bien. Gérer les choses toute seule, ça m'a fait tellement de bien. Avoir des responsabilités. Je me suis rendu compte que je pouvais faire les choses seule en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression depuis petite de ne pas décider. J'ai pas décidé d'avoir cet accident, j'ai pas décidé de venir en France, j'ai pas décidé de où je vivais, avec qui. Et là, le fait de pouvoir faire ce que je veux, voilà, même à l'hôpital, je décidais pas. Quand j'allais à l'hôpital, j'étais obligée d'y aller, j'étais obligée de laisser les médecins me faire des trucs que j'avais pas envie qu'ils me fassent. Et ça a créé chez moi un truc qui fait que je n'aime plus qu'on me donne des ordres, qu'on me dise quoi faire. Je n'aime plus ça. Alors je suis pourtant capable de faire preuve de discipline, d'obéir, parce que je fais quand même de l'athlétisme, enfin je fais du sport. Quand on fait du sport, on a un coach. Et forcément, il y a des moments où il faut se plier à des choses. Mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que quand je sens qu'on me demande des trucs que j'ai pas envie de faire, je ne les fais pas. Je peux être très 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 bornée là-dessus. Je travaille là-dessus, mais voilà, c'est dû à ce qui s'est passé. Mais du coup, voilà, le fait d'être seule, d'avoir cette autonomie, ça m'a fait tellement de bien. J'ai eu l'impression de revivre, clairement, j'ai eu l'impression de revivre et de prendre confiance en moi, de prendre de la maturité. La fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, ça a vraiment été ça. Ça a été prendre conscience de qui j'étais, prendre conscience de ce dont j'étais capable, prendre conscience de ce qui m'était arrivé, ce que ça avait causé et de comment j'allais faire pour aller mieux en fait. C'est ça, ça a été vraiment le chemin jusqu'à aujourd'hui sur lequel je travaille encore et sûrement sur lequel je travaillerai toute ma vie. Mais il y a une grosse avancée vraiment de mes 19 à mes 22 ans, on va dire 22-23 ans. Ça a été vraiment 4 années de découverte de soi. Voilà, c'est ça, découverte de soi et d'appréciation de soi. Voilà, je me suis découverte et je me suis appréciée. Je me suis aimée, je m'aime. J'ai appris à m'aimer parce que avant je ne m'aimais pas. Je me trouvais moche. Limite, le fait d'être noire à un moment, c'était un problème. Je le dis. C'est triste, mais je le dis. Justement, le fait d'être adulte, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi je ressens ça? Certes, j'ai vécu un événement physiquement traumatisant. J'ai eu un acide caustique, c'est un brûlé l'œsophage. Mais pourquoi j'en arrive à ces pensées-là? Et ça, je l'ai compris pourquoi. Je ne le détaillerai pas forcément dans cette vidéo. Je ferai plein d'autres vidéos en lien avec justement cette vidéo-là. Sur la motivation, sur les cicatrices, sur la confiance en soi. Où justement, je reparlerai de mon accident. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi. C'est parce que je vais faire plein de vidéos. Et pour faire ces vidéos, il fallait que je vous explique ça. Donc voilà, je l'ai compris. Et ça m'a fait du bien. J'ai vu plusieurs psychologues. Pareil, c'est pas une honte. Voir un psychologue, il faut vraiment comprendre que c'est pas une honte, c'est important. Il faut, quand on ne va pas bien, ou même quand on va bien, mais qu'on a envie de parler, on peut aller très bien et juste avoir envie de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément personnellement. Aller voir un psychologue, c'est du même niveau qu'aller voir un généraliste. On a besoin d'une ordonnance pour X médicaments, on va voir un généraliste. On a besoin de parler, on va voir un psychologue. On a besoin d'un soin pour les parties intimes, on va voir un gynéco. Enfin, je veux dire, ils existent, ils sont là et c'est pas une honte, c'est pas un problème d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, voilà. Il n'y a rien de honteux, il faut y aller. Donc à toute cette vie s'ajoutait le problème de culture. Parce que je suis née en Guinée, avec des parents de religion musulmane. En soi, mon tonton est musulman et ma tata est chrétienne, mais ils n'ont pas cherché à m'inculquer ça. Ils n'ont pas voulu insister ou quoi. Si je leur avais posé des questions, je pense qu'ils m'auraient répondu, mais ils ne m'ont pas mis dans la religion. Sûrement du fait qu'ils avaient deux religions différentes, sûrement.
ou juste parce qu'ils ont jugé que c'était pas important, je ne sais pas, mais en tout cas ils l'ont pas fait et j'en suis très contente parce que j'ai pu faire mes propres recherches, euh, j'ai pu aller chercher les infos que j'avais envie d'aller chercher, là où je voulais aller les chercher, quand je voulais aller les chercher. Et voilà, ça m'a permis de faire ma propre opinion de la religion, qui est que je n'en ai pas, tout simplement. Et le problème, c'est que bah, forcément, ma famille de Guinée, c'est pas ce qu'elle aurait voulu pour moi, c'est pas ce qu'elle veut pour moi. Et là-dessus, il y a un conflit, parce que je n'ai pas été élevée comme une Guinéenne, j'ai pas été élevée comme une musulmane, et je ne souhaite pas l'être. Voilà, je suis qui je suis. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est triste. Enfin, c'est un accident tragique, mais je suis vivante. Et j'ai survécu et je suis une personne maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à accepter. Et du coup, là, il se passe un conflit culturel qui est très dur à gérer. Je pense autant pour moi que pour eux. Mais le problème, c'est que les mentalités, en plus, les mentalités ne sont pas les mêmes. Donc l'acceptation du problème n'est pas la même non plus. Et voilà. Donc ça a été aussi un gros souci que j'ai traîné, que maintenant j'ai décidé d'arrêter avec ça, de considérer que c'est soit ils m'acceptent comme je suis, soit je devrais couper les ponts, parce que je dois penser à moi et je dois aller bien. J'ai trop souffert pour continuer à souffrir. C'est dur comme décision, mais s'il faut en arriver là, j'en arriverai là. Donc je disais, la clé m'a beaucoup aidée. La clé, ça a vraiment été un échappatoire. C'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que je recherche dans la clé. J'ai pas commencé à faire de la clé pour aller chercher des performances, des médailles, des premières places au championnat de France. J'ai jamais... Enfin, en tout cas, au début, j'étais pas là-dedans. Je voulais faire de la clé parce que je voulais trouver une activité physique, parce que je sentais que j'avais envie de faire du sport. Une activité physique dans laquelle je pouvais m'épanouir malgré mes problèmes de santé. Parce que oui, j'ai aussi des soucis au niveau de l'estomac, au niveau du souffle. J'ai des ulcères à l'estomac, donc faire du sport, c'était compliqué sur certains points. Des cicatrices aussi. Cicatrices aussi, parce que mon ventre est fragile. J'ai le ventre très sensible dès qu'on me tape le ventre, même doucement. Hein. Soit des fois, c'est même pas une tape, des fois, c'est juste toucher un peu fort. Ça me fait mal. Pourtant, mes cicatrices, elles datent des années, mais le médecin me disait que ça a créé une sensibilité du tissu du ventre. Et c'est vrai que, enfin, je me souviens, des fois, je me prenais des ballons dans le ventre. Oh, ça me faisait super mal et la douleur restait longtemps. Les choses qui m'ont vraiment aidée à l'âge adulte, il y a eu trois choses. Il y a eu le fait que je me suis coupé les cheveux. Mes cheveux afro, pendant très longtemps, je les cachais, je mettais des tresses, je faisais des défrisages, je faisais des tissages, enfin bref. Toute coiffure qui pouvait cacher mes cheveux naturels était la bienvenue. Et puis à un moment, je me suis dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça? T'es en train de changer, t'es en train de devenir une nouvelle femme qui s'accepte, qui s'aime, qui s'assume telle qu'elle est, avec ses cicatrices, avec ce corps, avec cette peau, avec ce visage, voilà, avec son physique. Pourquoi tu te caches? Je suis pas en train de dire que les femmes qui mettent des mèches ou quoi se cachent, mais en tout cas, moi, je sais que je le faisais pour ça. Et donc, bah, je me suis coupé les cheveux, et j'avais les cheveux tout courts, et je me suis sentie, waouh, je me suis tellement sentie revivre, je me suis sentie tellement bien. Je voyais les cheveux tomber, quand elle coupait, je voyais les cheveux tomber. Plus ça tombait, plus mon sourire il augmentait. Plus je sentais bouffée d'oxygène, je me sentais mieux, je me sentais bien. Et depuis, ces cheveux naturels à gogo, quoi. Je fais plein de coupes avec mes cheveux et je me sens trop belle, je me sens trop bien. Je me sens moi, tout simplement, en fait. Je me sens juste moi. Ensuite, je me suis fait tatouer. J'ai 3 tatouages actuellement. Donc j'ai l'Afrique, le tatouage qui raconte un peu ma vie, mon histoire sur mon épaule. Et j'ai Stay Strong, donc ça c'est ma devise dans la vie. Et j'ai la date de mon opération, le 16 septembre 1999 aussi. Et je pense en faire d'autres. Donc ça m'a aussi aidé le tatouage. Et enfin, le truc qui a été le plus bouleversant en termes de changement, c'est que, en fait, avant mes cicatrices, je vous ai parlé de mes boutons gastriques.
qui permettait aux autres de m'alimenter directement dans l'estomac. Il me faisait 2 trous et ces trous m'ont toujours dérangé. Il faut savoir que moi, en termes de cicatrices, j'ai une longue cicatrice au milieu du ventre et du coup, j'avais ces 2 trous. Et j'ai décidé de faire de la chirurgie esthétique en 2018 pour les enlever. Ça a été... Au début, ça a été très dur. Quand j'ai vu, je me suis effondrée. Parce que depuis toute petite, je me voyais avec ces trous. Et là, je les ai plus et je me dis waouh. Mais bouleversée, mais dans le bon sens. Je me suis dit, je me sens bien. J'ai essayé de les accepter, mais j'y arrivais pas. Mais au bout d'un moment, quand tu n'y arrives pas, il faut pas forcer. Il faut faire ce qu'il faut pour être bien, c'est tout. Et là, je me suis sentie bien. Donc ces 3 choses, ça a été beaucoup de changements, mais beaucoup de changements positifs. Et ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Heureuse en fait, je suis heureuse, je suis bien. J'ai des moments qui sont durs encore, oui, il y a des moments où c'est encore dur, mais ça ressemble plus au commun du mortel, on va dire. Voilà, comme tout le monde, il y a des moments en bas, il y a des moments en haut. Et ça fait du bien. Alors, pourquoi Reine Caraba? Ça, c'est une question qu'on me pose maintes et maintes fois depuis que c'est devenu mon surnom. En fait, la sorcière Caraba, du coup, c'est un personnage, déjà, physiquement, tel qu'il est le personnage, moi, je trouve que c'est une très belle femme, qui a de la prestance. La femme qui représente Caraba, je trouve qu'elle est belle. Son pagne, il est super beau, ses bijoux sont super beaux, sa coiffure. En fait, elle a un charisme, elle a une prestance, et moi, je la trouve magnifique, déjà. Ensuite, faut pas oublier que derrière l'histoire de la sorcière Caraba se cache l'histoire d'une femme violée qui a souffert, qui a toujours une épine dans le dos, qui l'a fait souffrir, et en fait qui au lieu de se venger, de tuer les hommes, elle les transforme en fétiches pour les transformer en serviteurs en fait, pour se venger du mal que les hommes lui ont fait. Donc je n'ai pas été violée, mais je m'associe beaucoup à cette femme parce qu'elle a souffert, elle souffre encore et les gens ne le voient pas forcément, les gens ne voient pas forcément ce qu'elle cache. Et je m'associe beaucoup, enfin je m'identifie beaucoup à ce personnage par rapport à ça. Aussi parce que c'est une femme noire, voilà, qui est grande, qui est belle. Du coup, ce côté souffrance qui ne se voit pas forcément, ce côté femme forte en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et aussi le fait que, après que l'homme m'ait rejeté pour mes cicatrices, c'est un autre homme qui m'a redonné un peu foi en l'amour, on peut dire ça. Et aussi qui m'a permis de me réaccepter, de réaccepter mon corps. Et la sorcière Caraba, en fait, c'est Kirikou qui lui redonne goût à la vie, qui la refait sourire. Donc voilà, c'est vrai que en fait, je m'associe beaucoup à son histoire, tout simplement. Sauf que moi, attention, je ne m'appelle pas sorcière Caraba, je m'appelle Reine Caraba. Et ça, ce n'est pas pareil. Entre une sorcière et une reine, il y a un monde. Une reine parce que j'aime bien, voilà, c'est tout. Je me considère comme une queen, voilà. Voilà mon petit fétiche. J'ai fini de raconter ma longue et grande histoire. J'espère, enfin de toute façon je sais que tu en as appris plus sur moi. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyante, que ça t'a plu malgré tout. J'espère que de faire cette histoire, tu pourras plus apprécier mes vidéos et plus comprendre pourquoi je dis certaines choses. Mieux me comprendre en fait tout simplement. En tout cas moi ça m'a fait du bien d'en parler, ça m'a fait du bien de raconter tout ça. Il y a certaines choses que j'avais jamais dites, donc ça va être une grande épreuve pour moi de publier cette vidéo. En tout cas, je me sens libérée, voilà. Les gens sauront qui ils ont en face d'eux, avec quel vécu. En tout cas, n'hésite pas à vraiment me poser des questions, me donner ton avis, échanger avec moi. Peu importe si tu vis des choses que tu as envie de partager avec moi, me poser des questions, si tu te sens proche de moi pour certaines choses que j'ai dites dans cette vidéo, n'hésite pas à m'en parler, ce sera un plaisir d'échanger avec toi. N'hésite pas aussi à liker ma petite vidéo et bien sûr à t'abonner à ma chaîne Trembler de joie. À bientôt!